Son installation dans la région d'El-Robri avait-elle peut-être au début l'objectif d'empêcher l'approvisionnement de Béjaïa par les Kabyles. Une des difficultés que nous avons rencontrées dans notre recherche est surtout le manque de documents historiques fiables sur cet homme. Même si tous ces événements sont présents dans les livres d'histoire, Ahmed al-Qadi est toujours relégué au second plan ou tout simplement ignoré. Il s'installa d'abord à Ourir, dans le massif d'Akfadou, berceau de ses ancêtres. Il commença à exercer son autorité sur toute la région comprise entre Délis et Djidjel. Il réussit à rallier à lui, sans doute grâce à ses origines maraboutiques, à sa stature, à ses ancêtres fortement respectés dans la région, la plupart des confédérations d'Iflissène, d'Atrobri et d'Azgenèze. Certaines sources le désignent sous le nom de Cheikh Ahmed Belqadi, titre donné à un chef religieux, comme ça sera le cas quelques siècles plus tard pour d'autres figures emblématiques de la Kabylie, Cheikh Haddad ou Cheikh Mohamed al-Hussein, ce qui laisse supposer l'origine de son pouvoir. Dès 1511, il fait du village Echelem sa résidence et d'Aourir sa capitale. Disons, c'est pas tout à fait une direction bicéphale du royaume parce que les localités sont trop proches pour qu'on puisse parler d'une direction bicéphale. Mais moi je m'exprime en tant que géographe. Le site Bourir, c'est un site un peu refuge qui permet la surveillance des alentours. Aourir, c'est la colline, Stromir. Et puis, donc, il a probablement installé ses casernements, sa garnison, peut-être même son administration au niveau d'Aourir. إمولانا ومزويد مسلاين في ثالثة كيم تمورت القبائل ناند باللي ثمن ثم زواروث نكوكو نحفظوا القاضي ذا ورير ثورا الشدام إلا لا تلتراس ديالنا باللي oui, des restes de palais, de cimetières importants, etc. Il est fort possible qu'il ait eu sa résidence permanente là-bas, en tant que souverain. Donc, l'administration, le casernement d'Aourir, la résidence pouvait être Echel, qui est une localité toute proche, parce que le site aussi géographique s'y prête. ذا قبل الوضام يزمر دي مرح الحل ديالنا زمرنا هذا مرح العساكريس ديالنا etc. Quelque temps après, pour des raisons de stratégie et de sécurité, Ahmed se résolut à changer de capitale. Il voulait un endroit plus sécurisé, loin des Espagnols de Béjaïa, qui représentaient un danger réel pour lui et ses proches. خاصك جدا ودي يقارن بالدين sans apporter des preuves. Les souverains Nath al-Qadi ont toujours été désignés dans l'histoire comme souverains de Koukou. Parce que les traces écrites concernant des correspondances échangées entre essentiellement l'Espagne, ce sont des documents espagnols qui les ont désignés comme étant des souverains de Koukou, ne datent qu'à partir du souverain Amar al-Qadi. Donc, Asmillah Ahmed al-Qadi, il n'y avait pas de traces de correspondance entre les Espagnols et al-Qadi Bourir, al-Qadi Nkoukou. Mais c'est mon avis personnel. Les premières informations concernant le royaume de Koukou sont apparues à partir de la campagne faite par Harrouch avec Ahmed al-Qadi pour la campagne de l'Ouest contre Ténès, Cherchel, Hamid Labid et puis bien sûr Tlemcen. Donc durant cette campagne qui s'est déroulée en 1518 et Harrouch y trouve à la mort, Ahmed al-Qadi, voyant les renforts envoyés par les Espagnols pour sauver le royaume ziyanide de Tlemcen, avait effectué un repli stratégique. Ce que Khayr-Din avait jugé comme plutôt une action lâche de la part d'Ahmed al-Qadi. Donc, depuis, Khayr-Din s'est juré de se venger
de la mort de son frère Haroj, prévoyant donc des actions vindicatives à son égard de la part des troupes ottomanes, donc commandées par Khayr-Din, dans un souci donc de stratégie et puis de préservation de sa souveraineté au niveau de la Kabylie, Ahmed al-Qadi avait jugé utile de déplacer sa capitale d'Aourir vers Koukou, où il y avait beaucoup plus de possibilités de défense naturelle. C'est un piton qui surplombe l'ensemble de la vallée du Sebaou, mais qui également pouvait à l'occasion contrôler les cols de Ishlavon et Tiroulda, d'où dépendait la subsistance de la Kabylie pour les produits agricoles ou économiques alimentaires que la Kabylie ne produisait pas. Son choix se porta sur ce piton qu'il voyait sans doute de son village. Ahmed al-Qadi a sûrement demandé la protection, la Anaya en Zétiria. Cette pratique sociale est unique au monde. Cette demande a été accueillie favorablement et il s'installa à Koukou. De sa nouvelle capitale, Ahmed commença à exercer son autorité sur la région. Sa mission fut facilitée par son érudition et ses origines maraboutiques, deux éléments prépondérants dans ces sociétés kabyles du XVIe siècle. En effet, les Kabyles qui étaient illettrés vouaient un énorme respect aux gens lettrés. Leur mysticisme les poussait aussi à la vénération des saints et des marabouts, auxquels ils accordaient beaucoup de pouvoir. Leur présence était quasi obligatoire dans toutes les cérémonies kabyles. Mais, il faut le signaler, que malgré cela, la société kabyle était foncièrement laïque. Il me semble que ce n'est pas du domaine de l'impossible, parce qu'il jouissait d'abord du titre de souverain, de roi. Donc c'était tout à l'honneur d'une tribu d'accueillir un personnage légendaire comme il l'était, Mourad. Il jouissait du double titre aussi de marabout, fin lettré dans les textes de l'islam, etc. Donc c'était un plus pour la communauté qu'il avait accueillie. Donc je pense qu'il n'a pas réellement eu de difficulté pour s'installer et la communauté donc, ou la tribu Nafihia n'a pas eu également de possibilité de lui refuser l'anaya si effectivement à l'occasion il pouvait solliciter l'anaya en tant que souverain, mais ils se sont vite intégrés et la population les a vite adoptés en tant que marabout, en tant que souverain légendaire, en tant que savant, érudit et tout ça. Ce sont donc tous ces éléments de ce personnage qui font que il a été accueilli à bras ouverts, certainement par la tribu Nafihia. Ahmed al-Qadi, dont le pouvoir s'était affirmé au cours des années, disciplina les tribus kabyles qui vivaient en conflit perpétuel et en luttes intestines. La similitude avec Cheikh Mohammed al-Hussein, une autre figure emblématique de la région, mais 3 siècles plus tard est frappante. Ahmed organisa aussi la vallée du Sebaou, territoire inoccupé à cette époque-là et source de beaucoup de conflits entre les tribus avoisinantes. En effet, ces terres arables et fertiles attiraient la convoitise de ces montagnards accrochés à leurs terres peu productives et rocailleuses. Il fit de Koukou une place forte. En plus de sa position stratégique, il édifia autour du village une muraille de plus de 2 km. Il devait avoir des canons, puisque jusqu'à nos jours, il y a une place qu'on appelle la colline des canons, Tirelt el-Mdafa. On dit que le village possède plusieurs tunnels qui permettent la fuite en cas de siège. Mais, en absence de fouilles sérieuses et de documents, on ne peut vérifier cette information. Il était un chef civil, militaire et spirituel à l'image des gouvernants musulmans de l'époque. Profitant de l'expérience acquise à Annaba et aux côtés d'Harouj, il monta une armée forte de plusieurs milliers de fusils et il se dota d'une cavalerie. Les vestiges d'un terrain d'entraînement pour les cavaliers existent à quelques kilomètres en contrebas du village. Son armée était composée de paysans qui allaient faire la guerre sous ses ordres et il retournait au travail de la terre une fois la campagne terminée. Il combattait pour toutes les causes qui leur semblaient profitables.
Ils étaient redoutables. La mort représente une fin logique et inévitable pour ces rudes montagnards très imprégnés de fatalisme. La lâcheté était considérée chez eux comme la pire des tares.